Ensemble et en direct sur RTC, j'ai l'immense plaisir ce matin de recevoir le photographe Pierre Gassin. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RTC. Bonjour Amina, c'est toujours un plaisir de te Oui. voir enfin en vrai. Enfin, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'entretiens par téléphone. Alors, retour un peu sur ton parcours. Après avoir créé et dirigé pendant 22 ans le centre de formation professionnelle et galerie d'art Iris à Paris, méditerranéen convaincu, tu décides de t'établir en Tunisie, de Djerba à Tunis. Tu as été profondément marqué par tes 8 ans passés à Sfax. Tu as d'ailleurs créé le Palais de la photographie dans le cadre de Sfax, capitale de la culture arabe. Ta toute première exposition personnelle tunisienne, je précise, Embarquement Sfax. Tu as créé également les éditions 55 à Kerkena où tu vis. Pierre Gassin, entre mai et novembre, tu as signé 13 expos, c'est ça ? À peu près. 13 expositions, oui, il y en a une qui vient d'être annulée, mais il y en a une autre qui remplace. Donc ça va, on est toujours dans le 13. Oui, toujours 13. La dernière en date, Berbérité Djerba, a été inaugurée durant le festival Koutouf, Littérature du Sud, première édition, que j'ai eu l'immense plaisir de visiter. Elle se poursuit jusqu'au 14 décembre, une expo, je te cite, qui propose des notes photographiques sur les symboles et gestes du quotidien qui témoignent des spécificités communes à quelques villages et villes du sud tunisien, Mednin, Romrasen, Chnenni, Zamour et Tamazret. Alors je te laisse le soin de nous parler de ce sujet, ma foi, immense, aussi immense que la mer Méditerranée, j'ai envie de dire. Oui, aussi noir, on y reste. C'est toujours un plaisir de tourner autour de la Méditerranée. J'arrive pas à m'en détacher. Et cette exposition, c'était une tour classique des villages du sud tunisien. Puis je suis retourné lors d'une exposition que j'avais réalisée, puisque tu l'avais vu, Cersinae, à la librairie Fahrenheit. Oui. Et j'ai rencontré là-bas un chercheur du sud de la France, Christian Sauron. Et on a beaucoup sympathisé, on parlait beaucoup de ces villages, on a décidé de partir ensemble. Oui. Donc lui il a écrit un livre qui s'appelle Berbérité au pluriel, Oui. aux éditions du Lys Bleu. Et du coup, je lui ai demandé l'autorisation, puis je lui ai pris son titre. On a travaillé ensemble sur ces villages et j'avoue que faire une plongée dans cette culture qui est un peu trop vite oubliée, qui est la culture berbère de ses origines, puisqu'on part vraiment de la préhistoire, il y a les pré-berbères et la culture berbère. Et moi, je trouve ça passionnant et je m'y retrouve énormément. En Provence, on trouve aussi des traces berbères. Alors, comment s'est fait le choix? Est-ce que c'était un choix réfléchi de travailler sur ce thème de la berbérité? Ou bien c'est le hasard des rencontres, justement cette rencontre que tu viens d'évoquer. Oui. Est-ce que tu as longtemps réfléchi avant de commencer ce projet? Non, c'est cette rencontre avec Christian Sauron, un vrai linguiste-chercheur. Et c'est cette rencontre qui m'a fait découvrir énormément de choses sur cette culture, sur la symbolique, sur les objets, sur certains gestes. Et j'ai retrouvé énormément de mes origines, de mes sources. J'ai même fait depuis une analyse génétique, puisqu'il s'appuie là-dessus. Oui. Et j'ai découvert que j'ai 10% de berbères. D'accord, donc voilà, ça s'explique. Voilà. Les chiens, faut pas des chats, comme dirait ma mère. Donc non, ça s'explique pas automatiquement, parce qu'on peut très bien le faire sans ça. Je plaisante avec ça. Oui. Voilà. Mais peut-être qu'on a une attirance sans le savoir, parce qu'on porte ces choses-là en soi. Il y a un magnétisme, hein, Claire. Voilà, moi, je suis ce que très je voulais porté dire. là-dessus. Donc après, une fois que j'ai fait les villages du Sud, je suis retourné sur mon île. Et c'est là, petit à petit, que j'ai construit l'exposition. Et puisqu'on voulait faire un livre, donc je cherche toujours de quoi éditer ce livre. Et j'ai commencé à exposer, comme chaque année, j'expose pour le mois du patrimoine à Kerkena. J'ai proposé cette exposition et bien sûr, j'ai voulu compléter l'exposition par des photographies faites sur les traces berbères à Kerkena. Kerkena n'est pas berbère, toute la Tunisie n'est pas que berbère, mais il y a toujours des traces. Donc j'ai travaillé vraiment sur ces traces-là et ça m'a aidé pour les villages du Sud. Alors c'est un grand projet qui va englober plusieurs villes, Oui. un projet qui se déplace. Tu suis la trace de ces berbérités justement. J'aimerais qu'on découvre ensemble un peu, si tu permets, tes coulisses ou ton atelier, je ne sais pas, ou ton bureau, je ne sais pas comment tu appelles ça. Comment est-ce que tu as préparé cette expo? Est-ce qu'il y a eu un travail de documentation? Est-ce qu'il y a eu un travail de repérage? Est-ce que parfois tu as été surpris
par des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, Pierre Gassin. Oui, aux trois. Raconte-nous. Un travail de recherche, oui, avec mon ami chercheur, bien sûr. Donc on communique énormément. Dès que je vois quelque chose qui m'intéresse, je lui envoie la photo, il me fait un commentaire. Derrière l'exposition, il y a des commentaires qui sont signés par Christian Sauran. D'accord. Donc sur la symbolique, moi je ne m'avance pas là-dessus. Entre-temps, c'est vrai qu'on discute, il y a des choses que j'arrive à trouver. Un exemple, c'était sur, il me disait, essaye de trouver des femmes tatouées, pour être sûr que c'était berbère. Et les femmes tatouées, il n'y en a pas à Kerkena. Par contre, il y a la broderie. Donc je n'ai pas là certaines chercheuses, elles n'étaient pas fans, mais la broderie reprend les symboles berbères qu'on trouve sur les visages. Donc on retrouve encore cette berbérité. Ce sont des théories. Voilà, il y a pas de, je ne suis pas historien. Donc il y a cette préparation en échange. Il y a aussi des coups de cœur. Ce qui a provoqué l'exposition, en fait, Berbérité pour Djerba, c'était la roue solaire, qui est le plus vieux symbole qui existe. Et c'est 3 bâtonnets qui se croisent, ça fait 6 branches, et ça s'est décliné petit à petit comme une fleur dans un cercle. C'est comme un mandala. Elle est très belle cette photo. Hein. Oui, j'en ai quelques-unes là-dessus. C'est en passant tous les jours devant en Kerkena, et je me suis dit, c'est quand même beau, c'est tout petit, ça fait 15 cm de diamètre. Mais c'est là où l'exposition est apparue de seul coup. Voilà. Tout s'est mis en place avec ce détail. Est-ce que cette notion de berbérité va changer d'un lieu à l'autre? Est-ce que c'est différent à Kerkena, à Djerba Dans chaque salle. Voilà. Dans chaque salle. J'ai exposé déjà à la salle des mariages à Kerkena. Après, c'était à la maison de la culture, pour la maison des jeunes, pour que vraiment il y ait un public jeune, parce qu'il y a une partie pédagogique très importante dans cette exposition. Donc c'était encore différent. J'ai exposé à l'hôtel Z, donc c'est à Sfax, c'était encore différent parce que le contexte joue énormément. L'accrochage n'est pas le même, les photos, la sélection n'est pas la même. J'ai énormément de photos. Et quand je suis parti après à Djerba, évidemment, je suis parti à l'avance faire quelques photos sur ces traces berbères. Donc j'ai fait plutôt Umtsuk avec les mausolées. Et là, l'exposition est prévue sur Bizerte bientôt. J'ai déjà prévu de aller faire des photos là-bas. Et j'ai trouvé que photographier. Donc j'ai fait mes recherches, bien sûr. Voilà, donc un travail qui se fait... oui, chaque fois ça change. Dans cette expo, il y a à peu près une cinquantaine de photos, je crois. Oui, à peu près, oui. Des photos de lieux. Tu viens d'évoquer les mosquées à l'instant. Et puis des photos d'objets aussi. Si tu veux bien nous en parler. Je parlais des mausolées, voilà, qui ne sont pas des lieux de culte. Absolument. Ah oui, c'est très important. Tu as raison. Après, il y a certaines qui sont transformées en mosquées. Mais je précise bien, ce sont des lieux de culte. Et les marabouts, au tout début, il y en a 240, je crois, à Kerkena. C'était aucun rapport avec la religion. Oui, absolument. Donc, il y a les mausolées, donc ces lieux qu'on peut voir en photo dans cette expo. Puis, il y a ces objets-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Sur les marabouts, oui, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a la quintessence même de la berbérité. C'est symbolique pur. Il y a le cube qui représente le soleil, la terre, l'homme, le sol. Et au-dessus, on a cette coupole qui est la voûte céleste, la féminité. Donc c'est la reproduction, c'est l'abondance. Et entre ces deux, il y a 3 marches qui correspondent à la Trinité. Alors cette Trinité... c'est pas automatiquement religieux, c'est une façon aussi de voir, c'est comme comment on appelle ça, le passage pour les pharmaciens, le caducée. Le caducée, on a la sphère en haut, on a le bâton en bas, et il y a le serpent qui permet, c'est le symbole de transcendance pour passer de la terre au céleste. Et ces 3 marches passent de la terre, l'homme, le soleil, à la voûte céleste qui est la féminité. Je trouve ça très beau comme symbole. Tu as dû visiter combien de mausolées en tout? Je ne suis pas un fanatique de tout voir. Moi, je me laisse guider un petit peu par le hasard de mes pas et des chemins. Et puis, c'est vrai que je vais retourner plusieurs fois au même. Il va me hanter, il va m'habiter. Et c'est là où je sors les photos. Donc tu parlais tout à l'heure de magnétisme. Tu fonctionnes un peu avec une sorte de feeling quand tu photographies? Ce magnétisme, oui, il y a un côté hypnotique dans la photo. C'est très bien, là. Je vois une personne qui travaille sur l'hypnose ce soir. C'est elle qui m'a dit, dans tes images, il y a de l'hypnose. Je me suis dit, je commence à travailler là-dessus. Ça, c'est autre chose. C'était sur Cersinaï. Mais je le retrouve, oui, je suis fasciné, complètement attiré par certaines images, certains symboles, certaines lumières. Et je me laisse remplir par ces éléments
pour en sortir quelque chose. Donc je ne fais pas du kilométrage, non, non. Je voyage léger, je ne vais pas automatiquement loin, je passe beaucoup de temps à savoir où je vais habiter pour faire les photos, Oui. pour pouvoir être sur place, complètement réceptif. Un photographe, c'est un témoin, c'est pas un acteur. Donc il faut être vraiment une éponge à sensation. Donc je fais tout pour être dans cette configuration. Alors l'expo propose une palette, je ne sais pas si on peut employer ce mot quand on parle de photographie, Si, si. une palette de tons chauds. Dès le début de la visite, nous sommes pris par cette atmosphère. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que tu as mis en place une sorte de décor? Est-ce que tu as opté pour ces couleurs? Ou bien c'est le sujet lui-même qui les a imposées à toi? Là, je peux parler plus de réactions extérieures où j'ai pas mal de gens qui reconnaissent quand on pique des photos sur Facebook. Les gens me disent: ah, mais ça, on t'a reconnu dans les images. Donc, j'ai ma palette de travail, ma façon de travailler. C'est comme un pâtissier, on reconnaît son style, un chef de cuisine pareil, on reconnaît des choses. Donc, à force, c'est vrai que je commence à avoir un peu de bouteille. Donc, on reconnaît une façon de travailler. Je travaille énormément la couleur. C'est vrai que j'ai une formation traditionnelle en photographie, beaucoup de laboratoires à l'avance. Donc je continue à développer mes photos, même si c'est un laboratoire en plein jour maintenant, mais de la même façon, avec la même logique. Et c'est vrai que j'aime les couleurs propres, pas saturées, je ne joue pas avec ça. Les couleurs propres, nettoyées, pures et chaudes. C'est vrai que j'aime pas trop le bleu en photographie. En Tunisie, il y en a beaucoup. Un ciel bleu, ça dénature un paysage. Donc c'est vrai que je désature toujours mes bleus. Donc ça va mettre en valeur les autres photographies. Et quand je fais les livres, je suis également à la sortie de chaque page chez l'imprimeur pour donner le filtrage. Et je ne filtre pas en rajoutant un colorant, je filtre en enlevant ce qu'il y a en trop. Ça fait des couleurs plus transparentes pour l'édition. Ah ben dis donc, hein, des astuces. Alors, il faut être précis, c'est un métier. Hein. Oui, c'est un métier. Tu revendiques cette identité méditerranéenne, Pierre Gassin, à travers aussi tes photographies. Et j'ai l'impression aussi que cette identité méditerranéenne est changeante. Parce que si on te suit de Fahrenheit à cette exposition sur les berbérités, ce sont deux univers, il me semble, méditerranéens certes, mais complètement différents. Donc parle-nous un peu de ta manière de concevoir l'identité méditerranéenne. Oh, c'est pas si différent que ça du tout, puisque c'est... Non, non, c'est pour moi la même chose. Moi, j'ai besoin de la mer, ça c'est clair, mais la Méditerranée. Après, j'ai découvert un monde plus minéral qu'est le monde berbère. Mais c'est pas trop mon monde, c'est pour ça que j'ai retrouvé tout de suite à Kerkena les traces berbères, même si on voit pas la mer. Mais la culture méditerranéenne, c'est toujours autour de l'eau. Même c'est vrai que dans les couleurs que l'on voit dans les traditions berbères, sont des couleurs de la nature. Le bleu, c'est le ciel, mais c'est aussi la mer. Le vert, ça va être le végétal, mais ça va être aussi la mer. Le végétal dans la mer, les algues. Donc, les origines méditerranéennes, c'est aussi des valeurs, beaucoup de valeurs. Parce que là, on parle d'esthétique, mais il y a quand même... il y a le côté humain qui est essentiel là-dedans. Alors c'est vrai qu'en Tunisie, j'ai pris l'habitude de ne pas trop photographier les gens parce que c'est toujours un petit peu délicat. Moi maintenant, on me laisse plus de liberté. Je publie même des photos d'enfants alors que c'est quand même interdit à la base. Mais quand c'est un positif, on ne me dit plus rien maintenant. Et donc c'est l'humain qui est le plus important là-dedans. Quand je parle de symboles, c'est des symboles qui ont été créés par l'homme. Oui. Le marabout, c'est fait par l'homme. Donc chaque fois, il y a ce travail entre l'homme qui va admirer la femme. Et dans ces valeurs berbères qui m'intéressent énormément, c'est cette puissance de la femme. J'ai découvert ça dans les villages du sud à Tamezret. C'était la femme peut refuser une demande en mariage, peut divorcer. C'est rare ça. Et ça date de quelques années. Donc j'aime bien le côté matriarcal. Voilà, que je trouve absolument incroyable. À Kerkena, on le voit tout à fait, dans toutes les sociétés berbères. Donc il y a le côté matriarcal, il y a le côté la nature au cœur du clan, et là, c'est pas péjoratif, de chaque famille mais élargi. Donc la nature, c'est ce que les femmes portent, les couleurs que l'on porte. On dit toujours c'est le rouge et le vert à Kerkena, non, il y a le jaune et le bleu aussi, c'est les couleurs de la nature. Il y a les espaces communautaires. Quand on photographie les greniers, au début, quand on a travaillé avec Christian Sora, on parlait beaucoup de l'habitat. Donc les grottes, troglodytes, lieux de culte troglodytes, les greniers devant les grottes. Après, ils ont commencé à habiter les greniers. Après, la vallée, ça c'est Grand-Bassène. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces greniers sont des lieux publics. À Kerkena, il y a un troupeau public. Le matin, les femmes amènent leurs brebis au berger commun
qui va berger toute la journée, j'utilise le terme tunisien, et le soir, il prend la brebis chef d'équipe, il donne un coup de pied au derrière, et il y a toute la famille de la brebis qui rentre seule la nuit dans sa bergerie. C'est incroyable. Donc ce côté bien partagé, je trouve ça intéressant, y compris sur les charfilles. Ils s'entraident tous. Donc ces valeurs de matriarcat, la nature au cœur du clan, plus l'espace public, sont des valeurs, si on les remet aujourd'hui dans chaque famille, le monde tournera mieux. Voilà, le discours est simple là-dessus, c'est pas si naïf que ça, et ça permet de considérer l'autre, de fonctionner avec, se tendre la main, et c'est ce qu'on perd actuellement. Je trouve ça affolant. Alors Pierre Gassin, comme je le disais tout à l'heure, de mai à novembre, tu signes 13 expos. Comment se fait en réalité le choix des sujets? Le choix des 13 sujets. expos, 13 sujets, ou bien est-ce Ah qu'il non, y non, non, a non, non, une non, continuité dans entre... ce 13 expos, j'ai participé à certaines expositions, comme il y en a une qui se termine à Sfax en ce moment sur l'enfance, c'est Childhood. Oui. Donc là, j'ai 3 photos sur le noir et blanc, c'est le prochain sujet, sur la joie de vivre les enfants qui jouent. Non, parce que j'ai participé à pas mal d'expositions collectives, pas tant que ça. L'exposition de l'année importante, c'est Berbérité. Oui. Il y a 2 ans, c'était Cersinae. L'an prochain, ce sera autour de la joie de vivre, ce sera noir et blanc. Voilà, en fait, je fais une exposition par an. Je commençais à montrer des extraits de cette exposition. Et j'ai d'autres sujets en tête. Là, je travaille pas mal sur des régions aussi, donc je suis un peu guidé par les demandes. J'ai plein de projets en tête et c'est un peu les opportunités de rencontre. Voilà. Hier, à l'aéroport à Marignane, j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un de l'archéologie. Oui. On parle d'un livre sur le patrimoine de Sfax, qui sera un gros livre comme d'Arrêt Borges, quelque chose d'important. Voilà, ça je l'annonce pour la première fois. Oui, merci. Tout à l'heure, il y aura peut-être un livre qui va se dessiner sur les céramiques. Enfin, voilà, je travaille beaucoup sur le patrimoine. Alors j'invite les auditrices et les auditeurs qui se trouvent du côté de Djerba déjà à visiter l'expo à l'Alliance française. Oui, toujours. très beau lieu. Oui, magnifique, qui porte bien ses photos jusqu'au 14 décembre. Oui, ça vient d'être rallongé. Voilà, ça vient d'être rallongé. Et puis j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'on va avoir la possibilité de voir cette expo Berbérité à Tunis? Ah, tout le monde me pose la question. Mais il n'y a pas que Tunis en Tunisie. Oui, non, mais Bizerte bientôt déjà, oui. Mais entre autres à Tunis ou ailleurs. Quand on m'invite, je viens. D'accord. Mais c'est vrai, je ne cours pas après Tunis parce que je ne suis pas un grand fan de... De la capitale. Oui, non, mais j'y habitais, j'avais toujours un appartement. J'y habitais à la même adresse à Sfax et à Tunis. J'habitais Bebkhar. Okay. Voilà, c'était marrant. Mais non, je ne suis pas fan. Je n'ai pas trouvé de galerie qui me conviennent, voilà, pour le moment. J'ai pas vu tout le monde, mais voilà. Puis j'aime bien les lieux comme une librairie, l'Alliance française, la salle des mariages de Kerkena, une maison des jeunes, des lieux différents pour trouver un public. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le public qui vient. Alors, voir après des gens qui viennent que pour les vernissages, je suis pas plus fan que ça, sans épiloguer plus que ça. Voilà. Alors, tu es né au cœur des canaux du Vaucluse. Hein. Oui. Alors, dans une ville qui est magnifique. Je te laisse le soin. Oui, voilà, je te laisse le soin de nous en parler. L'île sur la Sorgue, ville charmante, où un grand poète a vu le jour. J'avoue, un poète cher à mon cœur, René Char, que tu as eu la chance, mon Dieu, quand tu m'as dit ça, j'avais plein d'étoiles dans les yeux, que tu as eu la chance, j'estime que c'est une chance, hein, de connaître et de photographier. Oui. Parle-nous de ça. J'arrive pas à retrouver les photos en plus, ça, c'est terrible. J'étais jeune, j'avais 12 ans ou 13 ans. Donc l'île sur la Sorgue, déjà, je suis né sur une île. Après, je suis arrivé à Djerba, une île, et je suis à Kerkena, encore une île. Donc ça me poursuit. Et Sorgue, je regardais hier dans les recherches qu'on peut avoir en France sur tout ce qui est berbère, ça vient peut-être de sonorités berbères. Peut-être, il y a une théorie là-dessus, je vais fouiller un petit peu plus. Oui. Après René Char, oui, c'est un immense poète qui était le compagnon de Jean Moulin de la Résistance. C'était quand même quelqu'un de très engagé. C'est quelqu'un qui n'a jamais cherché à gagner sa vie. Il avait un caractère très particulier. Il y a ses écrits, le personnage. Mais un personnage truculent. Je sais que j'avais un professeur de français qui était son voisin. Quand il avait croisé René Char, on savait que pendant 2 jours, il n'avait plus les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui avait un charisme exceptionnel, c'est un monument. Après, c'est vrai que
les, les textes de René Char, c'est en prose souvent, parle avec des mots simples. Pour les enfants, c'est très compréhensible par des enfants. Il y a 36 000 degrés dedans. Et quand la première récitation que j'avais apprise, c'était à la maternelle, c'était de René Char, c'était les Névons. Les Névons, c'est où j'allais jouer tout petit. On récupérait les salamandres, il en parle dans le texte. Et c'est donc ça m'a toujours parlé, donc ça m'a toujours accompagné. Après, il a ouvert son musée à l'Île-sur-Sorgue, un musée qui est devenu Xavier Battigny, un ancien maire, et il a mis toutes ses œuvres, puisqu'il était un critique d'art très connu. Il a lancé des gens comme Verdac Silva, où il a parlé énormément de Picasso, de Braque, qui étaient ses amis. Donc il y avait ces œuvres qu'il avait à lui, qui lui avaient été données, qu'il exposait avec des textes, il écrivait sur les murs. C'était un musée exceptionnel. Et ce musée, en plus, c'est un lieu, c'est une ancienne fabrique de fruits confits où je jouais quand j'étais gamin aussi. Et donc j'ai fait l'inauguration du musée René Char. Là, j'ai vu un peu tous les politiques qui débarquaient de Paris et tout. Ça m'avait donné un premier dégoût de tout ce qui se passe là-dedans, des capitales. Et donc j'ai photographié. Et comme j'étais tout petit, je le photographiais en contre-plongée, donc on ne voyait pas les gens autour de lui. Et le lendemain, j'avais 12 ans, je crois, je travaillais en dehors des heures de cours chez un photographe local, ce magasin s'appelait Le Photographe. J'étais au laboratoire, j'entends quelqu'un qui rentre au magasin un jour de marché, il me dit « Bonjour, je viens voir le photographe ». On lui présente « Non, pas vous, l'autre, c'était moi ». Donc il venait récupérer les photos. Oui. Oui. Ça m'a marqué toute ma vie. C'est gratifiant. Ah oui, c'est gratifiant, ça fait plaisir. Puis c'est surtout la rencontre. Oui. Et il venait en plein jour de marché, il traversait comme ça. Et je sais qu'à la fin, quand il s'est fâché avec la municipalité, en son caractère, il partait un jour de marché avec des Picasso sous le bras, il sortait du musée parce qu'il n'avait rien signé. Ah, c'était un personnage. Ouais. Est-ce que tu penses que certains de ces textes t'ont guidé, t'ont influencé? Oui. Oui, tout à fait. Moi, je n'avais pas dit un texte, c'est un texte sur les filages du toile de jute, j'ai un texte qui parle sur une barque. Oui, je l'ai, si tu veux. Oui. Une barque en bas d'une maison, un franc-bord la sépare. Wow. Oui. Attend le passager connu d'elle seule, ou enfin s'achemineront-ils ensemble? L'hiver entier dort sa force sans que les réseaux soient froissés. Les roseaux soient froissés. Sans que les roseaux soient froissés. Oui. Alors, est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que, par exemple, je pense un peu au Felouk, aux barques que tu as photographiées. Est-ce que ça part? Est-ce que ça se nourrit un peu, ça puise sa force dans ce texte? Chaque fois que je suis à bord de mer, j'ai ce poème en moi. Il est derrière moi. Il est derrière moi. Et il me guide complètement. Donc la barque, c'est l'attente de la mort. Oui. Voilà, les feux de la nuit, c'est les femmes. Les jeteuses de feu la nuit ne voilà. répètent pas mot pour mot sur ces eaux calmes. Oui. Font la fête, c'est la mort, c'est cette attente-là. Et c'est vrai que c'est les roseaux qui sont pas à peine froissés ou pas froissés. Et j'aime bien ce côté, la barque attend, un franc-bord l'en sépare. C'est franc, et il y a un bord. Il faut passer par-dessus pour aller sur cette barque et aller dans un voyage, et on ne sait pas où, on est guidé par l'anima, par les femmes jeteuses de feu. Donc c'est exactement ça, la photographie. Je travaillais avec pas mal de personnes, Ahmed Jad en journalisme, voilà. Et c'est chaque fois que j'ouvre la voiture parce qu'il y a une photo, je pars, je peux revenir une demi-heure ou une heure après. La photographie, je t'en parlais quand on discutait, quand on échangeait ensemble, en off, un peu en préparant cette émission. Est-ce que tu considères que la photo est un acte poétique? Sinon, comment est-ce que tu définirais l'acte photographique? Avec et sans le L, politique et poétique. Poétique. Mais politique dans le sens citoyen. Oui, poétique et politique. J'ai dit poétique. Oui, je sais, mais il y a les deux. D'accord. Je fais exprès. Tu joues sur les mots. Oui, et il faut les deux. Pour moi, il faut les deux. On peut parler, je ne ferai jamais de photos s'il n'y a pas un engagement derrière. C'est sur la nature, c'est sur le côté de l'aspect citoyen. Il y a toujours cet engagement. C'est essentiel pour moi. J'ai tenu quand même une école de photoreportage pendant 22 ans. Ça a laissé des traces. Mais la façon de communiquer, c'est avec poésie. C'est comme je fais souvent le parallèle avec la cuisine. On fait attention à ce que l'on mange. Je suis sur le bio, j'évite certaines viandes ou autres, mais on le présente d'une certaine façon. Donc ça va ensemble. Pour moi, il y a le poétique et politique. Et René Char, c'est la même chose. J'ai toujours ça. Je ne m'autorise pas à photographier en surface. Alors, ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Il paraît aussi que tu as un fin cuisinier. Je cuisine beaucoup. Oui. Ah, tu postes tes photos, ça donne envie. Je crée mes recettes. Tu crées tes recettes, j'improvise. Tu oses les mélanges.
J'ai un restaurant pendant 7 ans aussi. Ah, ça s'explique. Ouais, pour avancer dans la vie, Ouais. on marche sur deux jambes. Bon, pour moi, c'est Mm, la culture et l'agriculture, c'est-à-dire c'est la nourriture aussi et la mm, poésie, si tu mm, veux. Voilà, mm. il faut les deux. Bah écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Alors, quelle est ta prochaine escale en termes de photos? Déjà, il y a cette expo, je le rappelle, hein, pour celles et ceux qui viennent de se joindre à nous, qui se poursuit. Berbérité à Djerba, à l'Alliance française, jusqu'au 14 décembre. Mais sinon, quoi d'autre? Je suis a priori attendu à Bizerte dans pas Oui? longtemps. Et puis j'ai le Gabon, j'ai un petit projet sur le Gabon. Il se pourrait que je passe à peu près 6 mois par là-bas. Mm. J'ai un projet sur les régions, mais en profondeur, comme j'avais fait pour La Cigale à Tabarka, Oui. un livre qui est toujours distribué là-bas. Donc peut-être décliner ça avec un éditeur dans la presse. Bah Voilà, ça me écoute, plaît bien ça. on te souhaite en cette fin d'année beaucoup de succès. Ouais. Faut que je me Hein? repose aussi. Oui, ben, alors beaucoup de succès et du repos en plus. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite, Merci beaucoup, Pierre Evelyne. Gassin. Alors n'hésitez pas évidemment à retrouver le podcast de cet entretien sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Il est 12h31 sur RTCI.